Bonjour à tous, merci aux intervenants de m'avoir convié sur un rôle que vous allez très vite comprendre, qui est de prendre des coups certainement de votre part, parce que je vais dire des choses qui vont vous embêter et vous irriter. La porte est ouverte, je sais que je peux partir à tout moment, pour fuir de cet amphithéâtre qui est majoritairement composé de femmes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parce que la violence, je le sais, c'est une violence cachée. Tout à l'heure, je m'interrogeais justement sur l'inceste en disant les hommes sont tellement très peu préoccupés qu'ils ne viennent pas ce type de colloque. Donc manifestement, que les femmes sont intéressées à l'inceste. Il faudrait consulter, mesdames. Le chat, j'ai aussi compris une chose récemment, c'est que dans tous les colloques, et je pense que je vais les chats maintenant. Parce que quand ça apaise, on y a un chien pour arcurer. Je mets des chats parce que quand on vous dit des horreurs, en fait, dès que je dirai une horreur, hop, je remettrai un chat. Comme ça, je vais provoquer l'apaisement. Enfin, moi, éviter la violence. Oui, juste peut-être pour se présenter, je suis maître de conférence à la faculté de droit de Montpellier. Donc, sur cette première approche universitaire, donc en principe, j'arrive en retard et je pars en avance. Et j'aime pas travailler. Et j'aime pas les hommes, puisque j'ai toujours raison, je suis universitaire. Donc j'ai toujours raison. Et puis j'ai une deuxième vie, je suis aussi avocat. Ça, c'est parce que j'aime l'argent. Et je n'aime pas les hommes. Et j'ai une troisième vie, pour vous dire que la parole va être compliquée. Hein, je me prépare, je gagne du temps aussi, par rapport à ce qui va vous mettre debout. Je suis président d'une MEX, une maison d'aide sociale à l'enfance. Alors ne me demandez pas pourquoi. Je pense qu'un jour, il y a eu une réunion, ils ont demandé qui parlait anglais ou qui parlait mal anglais. J'ai dû lever la main en disant, moi je ne parle pas du tout anglais, mais en fait, voilà, vous serez notre président. C'est pour ça que la notion de budget, la notion de on manque de budget, on manque de moyens, m'irrite fortement. On ne manque pas de budget. C'est pas vrai, on ne manque pas de moyens. Moi, j'aimerais qu'on ait des envies, surtout. J'ai une MEX, j'ai 7 millions d'euros de budget. 7 millions d'euros. Je gère 160 enfants. D'accord? 7 millions d'euros. Et à la fin de l'année, il ne me reste rien. Donc on parlera budget un jour si vous voulez. Moi je veux bien parler de budget. Je pense que pour les enfants, il arrive à peu près sur 7 millions d'euros, on doit finir, on doit avoir pour les 160 enfants que l'on gère, on doit être en dessous de 100 000 euros à peu près, en argent direct pour eux, à peu près. Ensuite, ça, je vous remettre le chat, mais... alors, avant de parler d'inceste, parce que manifestement, vous êtes intéressé par l'inceste, je vais de suite faire une déclaration de conflit d'intérêts. Moi, j'ai rien contre l'inceste. Mais vraiment, je trouve pas ça chouette, hein. Je vais pas jusque-là encore, je suis pas encore assez atteint par certains troubles, etc., etc. Mais moi, l'inceste ne me gêne pas. Peut-être parce qu'on ne parle pas de la même chose, en fait. Peut-être parce qu'on ne va pas parler de la même chose. Donc moi, je vais vous parler de mon inceste et après, vous parlerez du vôtre. Ce qui est important dans la loi, c'est la place des mots. Et avant de venir, je regardais le rapport de la Civise. J'aime pas du tout la Civise. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens de la Civise, pardon. Il faudrait que je demande s'il y a des... Est-ce qu'il y a des magistrats aussi? Non. Il y a des gens de la Civise non plus? D'accord. C'est horrible la Civise, parce que la Civise, vous connaissez ou pas? C'est la commission... Et elle a dit, elle fait des recommandations, et il y a une recommandation qui de suite m'a mis hors de moi, donc je vais brûler le rapport. Elle dit, il ne faut pas parler d'auteur en matière d'infraction, il faut parler d'agresseur. Et là, je me dis, mais non, en fait, la Civise, il faut qu'elle fasse du droit. Les mots sont importants en droit. Pourquoi on parle de auteur? Parce que c'est la qualification juridique de celui qui commet l'infraction. L'agresseur n'est pas un mot du droit, n'est pas un mot de qualification. Alors après, on peut, effectivement, et la sexualité nous pose souci, enfin, que c'est difficile, la sexualité. On voit bien aujourd'hui que plus on est libre, plus c'est compliqué. Vive hier, quoi, la sexualité. Hier, c'était top. On n'avait droit à rien. Les mêmes comportements, on faut toucher le zizi du petit, hein. On violait sa femme, on violait la voisine, mais c'était chouette parce qu'on n'en parlait pas. Et donc, comme on n'en parlait pas, tout le monde allait bien. Alors, sauf la victime, bien évidemment. Sauf la victime. Mais notre société, elle allait bien. Aujourd'hui, on s'est mis à parler, alors là, c'est plus compliqué. Je ferme la parenthèse. Je reviens à ma Civise. Si j'utilise une qualification juridique, je dois utiliser la bonne qualification juridique. Parce que quand on fait du droit, on ne fait pas de
des faits, en fait. Et qu'il y a un monde entre ce que les gens vivent dans leur intimité, dans leur souffrance, qui est une réalité, et l'expression juridique de ce qu'ils vivent. Autrement dit, c'est pas parce que je suis victime que quand je vais arriver dans un palais de justice, le juge va me dire « Ah oui, t'es victime ». Le cheminement, il va être compliqué. Il va falloir qu'on démontre sa qualité de victime. Il va falloir démontrer l'infraction, démontrer la situation. Et ça, c'est compliqué. Et on est en train de faire croire aux gens qu'il suffit de dire « Je suis victime » pour qu'on en ait une résonance. Mais la frustration, elle est là. Non. C'est pas parce que je suis victime, vrai ou pas, que juridiquement, je vais être reconnu comme victime. Et il nous faut, nous, les juristes, que nos mots, que nos qualifications soient les plus précises. Je discutais hier avec un médecin que je connais très bien. Ça fait 20 ans que j'essaie de la convaincre d'une chose, c'est mon époux, le médecin. J'essaie depuis 20 ans de la convaincre, 20, 25, non plus en fait. La convaincre d'un truc, c'est que les médecins doivent mettre en matière d'ITT, si possible, 8 jours. Parce que 8 jours, c'est une qualification pénale intéressante. Et pendant 20-30 ans, on cause toujours en disant non, 8 jours, non. Il va arriver sur ses jambes, il va bien, il n'a pas 8 jours d'ITT. Et il y a 15 jours, elle fait une formation avec le professeur Martry, professeur de médecine légale de ce CHU. Il leur explique la même chose en 10 minutes. Elle était très fière de me dire maintenant je mets 8 jours. Comme quoi, nul n'est prophète dans son pays. Alors, halte au stress. Halte au stress parce que vous allez voir que il va falloir, vous en tant que professionnel et nous en tant que professionnels, il va falloir qu'on laisse baisser la pression un peu. Que l'émotion des faits, que l'émotion des situations, l'émotion des événements ne nous pollue pas. Ça, c'est super difficile. Hein. En tant qu'avocat, lorsque vous êtes partie civile dans un dossier où le petit de 2 ans, gardé par la nounou, a été violé par l'enfant de la nounou, qui lui a introduit des objets dans l'anus ou qui lui a fait pratiquer des fellations, c'est un peu rock'n'roll à suivre. Hein. Ou quand vous êtes président de la MEX, vous apercevez qu'à 6h30, vous avez déjà un prédateur sexuel qui toutes les nuits se lève et va toucher les zizi de tous les petits copains de l'étage. Ben, en fait, on a l'émotion qui est là, qui est légitime, mais cette émotion, elle ne doit pas nous embarquer, en fait. Elle va nous nourrir, elle va nous porter, mais il ne faut pas qu'elle nous embarque. Et juridiquement, il ne faut pas qu'on se fasse embarquer par ça. Alors, stop aux réformes. Oui, stop aux réformes. Arrêtons, quoi. Arrêtons de croire que la loi est insuffisante. Hein. Tristan parlait tout à l'heure du code pénal de 1791, du code pénal de 1810. Qu'est-ce qu'ils étaient bien rédigés! Voilà un vrai législateur, 1810, ils avaient tout compris. Pourquoi ils ne parlent pas d'inceste en 1810? Parce qu'ils savent que c'est super compliqué d'en parler. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas en parler, en fait. Parce que s'ils parlent de l'inceste, ils ouvrent une porte qu'ils ne maîtrisent plus juridiquement. Donc on va parler d'agression sexuelle réalisée par une personne ayant autorité, ou par un ascendant ou un descendant, par une personne en lien de filiation. Là, la notion, on la maîtrise. La notion d'inceste, pourquoi le Conseil constitutionnel retoque la première loi qui veut rentrer la notion d'inceste dans notre législation? Parce que le législateur d'aujourd'hui fait n'importe quoi, et qu'il écoute l'émotion, et que l'émotion lui dit fais n'importe quoi, donc il fait n'importe quoi. Et le Conseil constitutionnel dit non, non, c'est pas ça. On va y revenir si j'ai le temps plus tard. Le vide juridique n'existe pas, et la loi n'est pas là pour faire disparaître les comportements sociaux. Hein. C'est pas parce qu'on fait une loi sur les violences, c'est pas parce que la loi de 2024 a encore une fois rapporté un élément que les comportements vont disparaître. Le délinquant, il ne dit pas le matin avant de passer à l'acte, je vais lire le journal officiel, voir si c'est autorisé ou pas. Il va passer à l'acte. La loi, elle a pour seul objectif de nous protéger déjà, nous citoyens, de nous protéger dans nos droits, si l'on est victime ou si l'on est qualifié comme auteur, présumé être auteur. Donc il faut être très très vigilant dans tous ces éléments. Dernière remarque préparatoire, on le voit à un moment, il y a eu l'horreur MeToo, le truc MeToo, l'horreur, hein. L'horreur, le sexe qui devient horrible. Le sexe qui devient horrible là parce que on arrive aujourd'hui à se dire mais quelle est la place du consentement? Parce que bien évidemment en matière de sexualité il y a le consentement, mais consentement quand? Historiquement, on se disait consentement au moment de l'acte. Grâce à Judith, maintenant, on se pose la question du consentement d'avant. Super compliqué, juridiquement, que socialement cela émeuve tout le monde, je l'entends, et même les victimes, et même les personnes qui se considèrent victimes, mais juridiquement, c'est après un peu compliqué. Alors, si on veut parler de la place de l'insexe, il faut forcément parler sexe. Alors, on va parler sexe. Avec 2 principes. Bien évidemment, le consentement.
le consentement en matière sexuelle, le consentement, c'est le consentement à l'acte sexuel au moment où on a l'acte sexuel. Alors je développe une idée depuis quelques années, mais je suis le seul à l'évoquer, de la nécessité d'avoir un contrat, de prestation sexuelle, d'acte sexuel. Dire bonjour Olivier, bonjour Bidule, est-ce que tu veux avoir une relation sexuelle? Oui, pourquoi pas, attends, bouge pas, j'ai un contrat. Hop, le contrat, on lit les pages, on paraphe, on signe, on est d'accord, on négocie les clauses, la chorégraphie, la durée, l'intensité, les objets, présence, les animaux, non, on n'a pas le droit des animaux, etc., etc. Liberté sexuelle. Liberté sexuelle, mais avec appréciation du consentement, donc là, on va se poser la question de l'enfant. Et bam, on arrive dans la fameuse problématique de l'inceste. Quid de l'enfant? Avec quand même une vraie ambiguïté, hein, c'est que l'enfant, on vous dit, l'enfant, le sexe, non, quoi. Non. Non, le sexe, enfant, non. Très paradoxal dans notre droit, majorité sexuelle, on ne sait plus trop si c'est 15 ans ou 18 ans, c'est plus trop. Hein. C'est plus trop, avec maintenant, il y a même une clause, la fameuse clause qui fait qu'il faut avoir plus de 5 ans de différence d'âge en matière d'atteinte sexuelle pour enfants. Qui est devenu un petit peu compliqué, il faut maintenant vérifier les cartes d'identité des uns et des autres. Tu as moins de 5 ans, plus de 5 ans, vous imaginez. Brigitte, Emmanuel, cherchez la différence, hein, mais bon, c'est entre nous, je crois que c'est 24, hein, mais c'est pas grave, il y a des exceptions. Un enfant à 13 ans en France, aujourd'hui, peut aller en prison. Il peut être condamné à une peine de prison. Et donc il y a une chose qui, moi, me choque, c'est qu'on trouve qu'il a assez d'intelligence et de volonté pour commettre une infraction qu'il envoie en prison, mais il n'a pas assez d'intelligence ou de volonté pour coucher avec quelqu'un. C'est étonnant, ça, non? Moi, après, perso, à 13 ans, je rêvais de coucher avec ma prof d'histoire géo. C'était le fantasme de l'enfant qui voyait sa prof. Et à 13 ans, elle m'aurait dit, Olivier, on y va? Oui. Oui, oui, à 13 ans. Françoise Dolto. Françoise Dolto, je ne sais pas si vous connaissez, la maman de Carlos. Non? Après, on va voir Carlos autrement. Elle prenait une majorité sexuelle à 13 ans. Elle prenait une majorité sexuelle à 13 ans. Elle n'avait rien de la pédo-criminelle, Françoise Dolto, hein, il me semble. Mais peut-être parce qu'elle voyait aussi la sexualité, non pas du côté de l'adulte et de la perversité, mais du côté de l'enfant. Peut-être du côté de l'enfant et du désir de l'enfant. Donc on est dans une société où on se dit qu'un enfant qui va en prison à 13 ans, ça ne nous pose pas de soucis. Mais en revanche, on est tous gênés quand un enfant de 13 ans couche avec un adulte parce qu'on se dit que ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Je vous renvoie à Brigitte, Emmanuel, etc. Deux conceptions du sexe. La première, c'est la fonction de la reproduction. Le sexe utile, le sexe reproduction. Et le deuxième, c'est le sexe plaisir, le sexe récréatif. Historiquement, le sexe, c'est la reproduction. Et ça, c'est top, ça a existé depuis des siècles et des siècles. Pourquoi l'individu a des relations sexuelles? Pour se reproduire. Pour moi, ce n'est rien d'autre que la reproduction. Petite parenthèse, parce que j'ai peur de l'oublier, je vous renvoie sur un bouquin qui est extraordinaire, qui date de 1932, Le meilleur des mondes. Ça va colorer ce que je vais vous expliquer. Qu'est-ce que le gars était intelligent d'imaginer en 1932 ce qu'on allait vivre aujourd'hui? Ferme la parenthèse. Le sexe pour reproduction, c'est super facile. Si on veut avoir une relation sexuelle, c'est pour se reproduire. Du coup, et là je vous renvoie sur notre bouquin, mais promis j'arrête d'en citer, Michel Foucault, Histoire de la sexualité. Pour se reproduire, il faut qu'on puisse identifier qui est le papa, qui est la maman. La maman, a priori, ça c'est pas très compliqué. Le papa, c'est des soucis. Est-ce que le papa, c'est le papa? Eh bien, on va créer une présomption, paternité, le père, c'est le mari. Du coup, la relation sexuelle ne peut exister que dans le mariage, que dans le cadre de la famille. Et bien évidemment, l'adultère, pour l'homme, n'est pas une chose très importante. Moi, je dis ça depuis très longtemps à mon épouse. L'adultère de l'homme, c'est pas très très grave. L'adultère de la femme est très très grave, en revanche. Très très grave, parce que l'adultère de la femme, dans le cadre d'un sexe reproduction, elle crée un conflit de paternité. Et du coup, on ne sait plus qui est le papa. Du coup, ça réglemente une certaine situation juridique, qui explique une situation juridique. Interdiction de l'homosexualité, forcément. Difficulté de procréation. Hein.
Les personnes de même sexe, a priori, ne peuvent pas procréer. Donc, non, les gars, on va même créer une infraction pénale pour eux. Puisqu'en 1982, pratique SM, zoophile, etc., etc., non, les gars, cherchez pas, vous faites du sexe que pour vous reproduire. Des obligations. Bah, dans le mariage, on l'oublie trop souvent. Obligation à la relation sexuelle, les amis. Hein. Tu as dit oui, mais c'est pas oui au maire, c'est oui au lit. Après, hein, il va falloir coucher. Hein. Et si tu ne couches pas, nullité du mariage parce que non-consommation du mariage. Je dois coucher, j'ai pas le choix. Petite parenthèse, le Code civil ne met pas comme condition de validité du mariage l'amour. Ferme la parenthèse. Et l'importance de la reproduction, on va la retrouver dans la religion. La religion nous dit, bien évidemment, qu'il ne faut coucher que dans la famille. Parce que vous imaginez une religion qui dit, non, les gars, rassurez-vous, soyez aware en matière sexuelle. Il n'y a pas une religion qui dit cela. C'est dommage, je vais de suite adhérer. Mais la religion, elle est castratrice de cela. Vous ne pouvez avoir de relations sexuelles que dans un couple marié. Comme ça, nous, religion vous tient. La société vous tient. La religion vous tient. Et donc, du coup, on a une sorte de schéma. Nécessité de reproduction. Donc, si je veux me reproduire, il faut des relations sexuelles. Ça va être dans le mariage. Et du coup, je ne peux avoir des relations sexuelles que dans le mariage et qu'avec des personnes avec qui je peux me marier. Bien évidemment. Vous comprenez que du coup, l'inceste, où on va avoir des interdits de mariage, on ne va pas pouvoir se marier, donc on ne va pas pouvoir avoir des relations sexuelles. L'inceste, et puis, padaboum, le Conseil constitutionnel, dans 2 décisions, va annuler les dispositions de la loi. Je me souviens, à l'époque, j'avais fait une formation, mais là aussi, elle a été unique, au sens où on ne m'a plus jamais se demander, parce que c'était que des médecins, et je leur avais dit, c'était au lendemain de la première décision du Conseil constitutionnel annulant les dispositions de la loi sur l'inceste, et je leur ai dit, allez-y, profitez, la loi vient d'être annulée. Ils n'ont pas du tout eu d'humour. Ils m'ont pris au premier degré. En tout cas, voilà, le Conseil constitutionnel va annuler les premières dispositions sur la notion d'inceste. Pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel va considérer que la notion créée d'inceste est trop imprécise. Et le Conseil constitutionnel va dire, si vous voulez parler d'inceste, il faut réellement identifier de qui vous parlez. Ascendant, descendant, frère, sœur, oncle, tante. Voilà. Alors que les premières lois étaient beaucoup plus floues là-dessus. Du coup, 2e loi, 2013, qui rectifie un peu le problème. 3e loi, 2021. 4e loi, 2024. On va vous parler d'inceste. Aujourd'hui, quel est l'état du droit? Quel est l'état du droit? L'inceste n'est pas un interdit. Ce n'est pas un interdit au sens du droit. C'est-à-dire, ce n'est pas une infraction en tant que telle. C'est une circonstance aggravante d'une infraction. Et ça, c'est important. Ça va être une circonstance aggravante du viol, de l'agression sexuelle ou de l'atteinte sexuelle. La différence, le viol est une agression sexuelle avec un acte de pénétration. Il y a donc des agressions sexuelles qualifiées de viol et des agressions sexuelles qui ne sont pas qualifiées de viol. L'agression sexuelle, c'est l'acte à connotation sexuelle qui est réalisé sans le consentement de la victime. Du coup, ça va du viol à la main aux fesses mise à quelqu'un sans que cette personne accepte. Le viol, la main aux fesses, ce sont des agressions sexuelles. L'atteinte sexuelle, c'est lorsque la personne accepte la relation sexuelle, donc on a un consentement à l'acte sexuel, pénétration ou pas pénétration, peu importe, mais on va considérer que l'interdit est là constitué par l'âge. 15 ans, en principe, 18 si à autorité. Et avec la fameuse clause qui va permettre de criminaliser en agression sexuelle s'il y a plus de 5 ans d'écart sur certaines atteintes sexuelles. C'est dans ce cadre-là que l'inceste devient une aggravation. Ça devient une aggravation de ces infractions. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Est-ce qu'on pouvait créer une infraction d'inceste? Réponse non. Réponse non, parce que, en définitive, le côté punissable, ça sera uniquement l'acte à connotation sexuelle. Et la notion d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle couvre la situation. Et donc, ma foi, le fait de dire que c'est une circonstance aggravante est plutôt une bonne chose. Je ne suis pas favorable. Je ne suis pas favorable, moi, aux mots dans la loi. Pourquoi? Donc là, ce sont les textes, je les passerai. Parce qu'on va se rendre compte que, avant ces lois, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait déjà des circonstances aggravantes.
Et les circonstances aggravantes, c'était le fait d'être en lien avec la victime, notamment le père, la mère, d'être en lien d'ascendance ou d'autorité. La seule question qu'il faut se poser, c'était la question un petit peu de stratégie sociale. Est-ce qu'on veut que le mot apparaisse dans le code pénal ou pas? Et ça, c'est une autre chose. Est-ce que l'on veut que le mot apparaisse? J'ai envie de dire, là, c'est plus du droit après. Après, c'est au corps social de dire on veut que le mot apparaisse ou on ne veut pas qu'il apparaisse. Mais juridiquement, le mot n'en a pas besoin pour pouvoir condamner les personnes qui réalisent ce type d'acte. D'accord? Je ne sais pas si Et ça, c'est très important, parce que souvent, il y a des incohérences ou des incompréhensions, parce qu'on nous dit, oui, mais juridiquement, vous ne voyez pas les choses. Si, on les voit, mais elles vont être qualifiées autrement. Donc, agression sexuelle, atteinte sexuelle, au travers d'une aggravation pour l'inceste. Avec un nouveau texte aussi, c'est l'article 228-1, qui va permettre de tirer des conséquences d'une condamnation ayant comme circonstance aggravante l'inceste, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas d'ailleurs la seule circonstance aggravante qui peut conduire à cela. Il y en a d'autres qui vont amener le retrait de l'autorité parentale, possibilité de décider du retrait de l'autorité parentale de l'auteur, bien évidemment, et un retrait total ou partiel, ou de limiter l'exercice de l'autorité parentale, c'est-à-dire ne pas aller jusqu'au retrait de l'autorité parentale, mais limiter cet exercice, avec une possibilité d'une exécution provisoire. Et là, c'est l'avocat qui est face à vous qui est un peu embêté sur ces éléments. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours se méfier d'une justice qui veut, à un moment donné, aller très loin dans la pratique de l'exécution sans que les voies de recours ne soient terminées. Je ne suis pas gêné par le retrait de l'autorité parentale, je ne suis pas gêné par les conséquences. Ce qui me gêne, c'est l'exécution provisoire. C'est l'exécution provisoire, c'est-à-dire que je vois trop d'affaires, trop de dossiers, ou à un moment donné, par application d'une sorte de principe de précaution, qu'on peut socialement comprendre, eh bien on va retirer des droits, en considérant qu'il y a une dangerosité. Si vous êtes dans un scénario où réellement il y a la dangerosité, tout va bien, je ne vous jetterai pas la pierre. Mais si vous êtes dans une situation où il n'y a pas de dangerosité, où c'est une dangerosité qui a été créée par l'une des parties, parce qu'il ne faut pas sous-estimer en matière judiciaire le taux de mensonge donné par les justiciables, même à leur avocat parfois. Il m'est arrivé de plaider des dossiers, et puis à un moment donné, au bout de plusieurs mois sur une ligne de défense, le client vient vous voir en disant, bon, allez, maître, je vous ai dit ça, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Et donc, il vous dit, il vous fait un autre scénario. Donc, on contourne un petit peu notre chef. Donc, l'exécution provisoire est quelque chose qui me gêne, surtout dans ces domaines-là. Pourquoi? Parce que si vous retirez l'autorité parentale, si vous retirez le droit de visite, si vous retirez le droit de garde, là, j'ai un papa à qui on vient de décider, en exécution provisoire, qu'il ne verrait sa fille, c'est pas une problématique d'inceste, qu'un samedi sur 2, de 16h à 18h. Le seul moteur de cela, c'est que son ex-compagne a dit qu'il était dangereux. Est-ce qu'il a été jugé sur cela? Non. Est-ce qu'il a été reconnu coupable d'une dangerosité? Non. Mais le juge a appliqué un principe de précaution. Madame dit que vous êtes dangereux, ben vous verrez votre gosse, un samedi sur 2, de 16h à 18h. Alors ça peut nous rassurer, hein, dans une vision très policée des choses, on peut se dire, ben, on a peut-être sécurisé l'enfant. Peut-être que ce monsieur n'est pas dangereux, je pense qu'il ne l'est pas. En tout cas, il ne voit pas son gosse, il ne voit pas sa gosse. L'inceste hors la loi, il me reste 5 minutes. L'inceste hors la loi, eh bien, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est qu'en fait, au-delà de la notion d'inceste, on n'a pas besoin de la notion d'inceste pour aggraver. La notion d'inceste, juridiquement, elle n'a pas d'utilité. On avait déjà les outils pour appliquer des mécanismes d'aggravation ou de retrait de l'autorité parentale avant que le terme apparaisse. Tout ça, on l'a vu. Je vendrai à la pause le PowerPoint pour ceux qui sont intéressés. Quelques remarques en termes de conclusion.
Comme j'ai dit, le droit pénal va se désintéresser de l'inceste comme qualification pénale. Ce qui va être intéressant pour le droit pénal, c'est la notion de violence ou c'est l'âge de la victime. Ces éléments-là vont être forcément importants. C'est ce qui est le droit pénal, mais en première ligne. Deuxième point, c'est l'aggravation, la notion d'aggravation. C'est-à-dire qu'on part sur une infraction qui va être soumise à une qualification pénale et on va augmenter la peine encourue. Attention, les peines encourues ne sont jamais les peines prononcées. Et c'est là aussi où il y a une distorsion dans la société quand on vous dit que la peine encourue c'est 15 ans de réclusion criminelle et si on prononce 2 ou 3 ans, c'est compliqué. Pour le viol du petit de 2 ans, l'auteur qui avait 15 ans au moment des faits a été condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis. Vous imaginez, encouru si c'était un adulte 20 ans, encouru par un enfant de 10 ans, à moitié, prononcé 1 an avec sursis. Mais en fait, voilà, j'allais dire des méchancetés sur la juge, mais non. Ça aussi, je vous l'ai expliqué, la situation d'inceste, elle est soit visée dans le code pénal parce qu'on fait référence à la notion d'inceste, soit elle est indirectement visée quand le droit pénal parle de personnes ayant autorité. Donc ça, c'est une aggravation aussi qui fonctionne. La relation avec l'âge, je l'ai indiqué tout à l'heure. Il faudra quand même qu'un jour, dans notre société, on dépassionne la notion d'âge en matière de sexualité et qu'on se réinterroge un peu, non plus sous le côté de l'auteur des faits et de la perversion, mais du côté de l'enfant. Je vous renvoie sur le petit Olivier Sautel qui, à 13 ans, était amoureux fou de sa propre histoire géo. Qu'est-ce qui fait que dans notre société aujourd'hui, on n'a plus la capacité d'avoir cette analyse-là? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut valider les relations sexuelles avec les enfants. Hein. Je suis juste en train de vous dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a été absorbé par une vision de la sexualité qui est une vision empreinte de morale. Ce qui me gêne, je vous donne la clé de compréhension, c'est que je n'aurai plus jamais 13 ans a priori. Hein. Mais en revanche, je vais vers les troubles cognitifs. D'accord? Et dans mon EHPAD, je n'ai pas envie qu'on me dise « t'as pas ta tête, t'as pas de sexe ». Et donc le danger pour tout cela, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est assurer la protection de la liberté sexuelle. Voilà, je vous remercie, pardon.